Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Yannick De Wilde de l'Institut Langevin. Le Big Boss, le président Ariel Levenson, m'a contacté hier pour me proposer d'être chairman de cette deuxième session de présentation plénière. Et j'ai naturellement accepté ce grand honneur. Donc, la première oratrice, c'est quelqu'un de local. Donc, il s'agit d'Aurélie Julien, qui est directrice de recherche à l'Infini, donc à l'Institut de physique de Nice. Et Aurélie est responsable de l'équipe de matériaux et systèmes photoniques complexes. C'est une expérimentatrice et son domaine de prédilection sont les cristaux liquides pour l'optique ultra rapide, ce qui va être le sujet de son exposé. Merci. Donc, bonjour à tous, merci pour l'introduction et un grand merci au comité scientifique pour m'avoir invité à donner cette présentation qui va me permettre de présenter donc, notre thématique de recherche à l'Institut de physique de Nice et qui s'intitule en effet cristaux liquides pour l'optique ultra rapide, c'est-à-dire comment exploiter les propriétés optiques remarquables des cristaux liquides pour manipuler des impulsions femtosecondes. Alors je commence par quelques mots sur les impulsions femtosecondes. Donc pour fixer l'ordre de grandeur, une femtoseconde c'est 10-15 secondes et c'est à peu près la durée d'oscillation d'un cycle optique, d'une onde optique à 800 nanomètres. Donc une impulsion femtoseconde est un paquet d'ondes ultra bref, caractérisé par une fréquence porteuse et une enveloppe et dont la durée n'excède pas quelques dizaines, voire quelques centaines de cycles optiques. À ce paquet d'ondes dans le domaine temporel correspond un continuum de fréquences qui sont liées ensemble par une relation de phase particulière. Alors ce sont des sources qui existent déjà de manière commerciale, qui sont disponibles commercialement depuis déjà une trentaine d'années. Et les recherches associées ont été récompensées par 2 prix Nobel. Donc en 1999, Ahmed Zeewell a reçu le prix Nobel de chimie pour la femtochimie, qui fait usage du laser ultra bref pour sonder des processus de dissociation moléculaire. Et plus récemment, en 2018, Strickland et Mourou ont reçu le prix Nobel de physique pour l'amplification à dérive de fréquence, qui permet de générer des impulsions femtosecondes ultra intenses. Alors ça définit parfaitement les 2 grands domaines d'application de ce type de laser, à savoir d'une part la possibilité de sonder des phénomènes ultra rapides, tels que dissociation moléculaire, dynamique des protéines, développement de phonons, oscillation de phonons, etc. Et par ailleurs, la capacité de confiner temporellement l'énergie du laser permet d'atteindre des intensités crêtes pour chaque impulsion qui sont considérables, et donc d'ouvrir le domaine de l'interaction laser-matière à haute intensité. Alors, ce domaine a de nombreuses applications également, à la fois en médecine, pour la chirurgie réfractive de l'œil, dans l'industrie, pour la microstructuration et découpe de matériaux, et de nombreuses applications en recherche fondamentale, car ce sont des outils de choix pour l'optique non linéaire. En particulier, l'interaction laser-matière à très haute intensité permet d'atteindre des régimes particuliers de la matière, avec de nombreuses applications en physique des plasmas, et la génération de rayonnement énergétique ou de particules énergétiques, et ce sera le sujet de la conférence de Sophie dans quelques minutes, Sophie Casamias. Et par ailleurs, l'interaction laser-matière dans ces régimes d'intensité, donc de non linéaire d'ordre très élevé, permet également la génération de paquets d'ondes encore plus brefs, qui sont de durée attoseconde, et qui peuvent être, eux, à leur tour, utilisés pour sonder des phénomènes ultra rapides, tels que les réarrangements électroniques dans la matière. Et les précurseurs dans ce domaine, donc à savoir Corcum, Lully et Krauss, ont très récemment reçu le prix Wolf de physique. Alors à la distribution temporelle du champ électrique correspond sa distribution spectrale, qui est caractérisée par une fréquence centrale, oméga 0, par le spectre de l'impulsion, qui est l'intensité spectrale, et sa largeur spectrale. En effet, pour une impulsion courte, il est nécessaire d'avoir une bande spectrale large, et vous avez ici représenté pour illustration les bandes spectrales associées, donc représentées en longueur d'onde, les spectres, associés à des impulsions de durée respectivement 100 femtosecondes, 30 femtosecondes et 5 femtosecondes. Donc une bande spectrale large est nécessaire, mais pas suffisante, car en effet, à 2 distributions identiques de fréquences peuvent correspondre des variations importantes du profil temporel du paquet d'ondes dans le domaine temporel. Et en effet, donc pour garder l'impulsion la plus courte possible, ou pour la façonner temporellement pour une application déterminée, il faut alors mesurer et contrôler
la phase spectrale, ici, qui quantifie le délai relatif des différentes composantes fréquentielles de l'impulsion. Alors on a l'habitude de définir cette phase spectrale comme une série de Taylor autour de la fréquence centrale, dont les différents ordres vont avoir un impact particulier sur le profil temporel de l'impulsion. Donc à l'ordre 0, c'est la phase, c'est la position du champ électrique sous l'enveloppe. L'ordre 1 est le délai de groupe, qui correspond à la propagation du paquet d'ondes sans déformation temporelle. L'ordre 2 est bien connu, c'est la dispersion de délai de groupe, qui traduit le fait que dans un milieu dispersif, l'indice varie en fonction de la longueur d'onde, et qui aboutit à un étirement temporel du paquet d'ondes, mais également à une dérive linéaire des fréquences dans le temps. C'est le chirp. Et les ordres supérieurs de phase, donc 3e, 4e, 5e ordre, vont contribuer à rendre la dérive de fréquence dans le temps non linéaire et ont également un impact sur le profil temporel de l'impulsion. Alors, quand une impulsion se propage dans un milieu dispersif, y compris l'air, toutes ces quantités vont évoluer de manière simultanée. Et on parle alors de façonnage spectro-temporel lorsqu'on est en capacité d'appliquer un contrôle arbitraire et indépendant de ces différents ordres de phase spectrale. Et pour ce faire, on utilise des dispositifs optiques qui vont tous tendre à différencier le chemin optique en fonction de la longueur d'onde. Alors je ne vais pas les lister. Ce que je veux, c'est souligner que la plupart d'entre eux résultent en fait d'un compromis. Un compromis entre capacité de façonnage, c'est-à-dire la phase qu'on peut appliquer et la flexibilité qu'on a sur les différents ordres, et l'acceptance spectrale du dispositif, qui varie énormément quand on considère des impulsions de durée différentes. Et alors on constate que pour des impulsions dont la durée est extrêmement brève, c'est-à-dire ne contient que quelques oscillations du champ électrique sous l'enveloppe, voire même ne contient qu'une seule oscillation du champ électrique qui existe à l'état de l'art, on a un déficit de dispositifs disponibles. On a essentiellement des miroirs dispersifs, qui sont donc caractérisés par une incrémentation discrète de la phase, ou des lames minces ou des prismes minces de matériaux, mais rien de programmable. Et c'est donc une problématique de l'optique femtoseconde dans le régime du cycle optique. Or, il se trouve qu'il existe un matériau qui est mince, qui est dispersif et qui peut être programmable, et ce sont les cristaux liquides. Ils peuvent donc s'avérer pertinents pour répondre à cette problématique. Alors les cristaux liquides, c'est également très connu, donc ce sont des molécules organiques fortement anisotropes qu'on a l'habitude de représenter comme des petits bâtonnets comme ça, et qui sont caractérisés par une nature fluide et donc peuvent s'organiser en différentes mésophases. Alors dans cet exposé, on s'intéresse à la mésophase nématique, qui est caractérisée par un unique paramètre d'ordre, qui est la direction moyenne commune des molécules, qu'on appelle le directeur, qui est représenté ici, et qui est spécifié en pratique en définissant les conditions aux limites en surface de l'échantillon. Donc dans cette phase nématique, les propriétés optiques sont remarquables et bien connues. Le cristal liquide est transparent sur une grande bande spectrale. Il est fortement biréfringent. Cette biréfringence est constante sur la bande spectrale considérée. Et surtout, elle est ajustable. Alors effectivement, on peut considérer une cellule traditionnelle de cristaux liquides qui est représentée comme suit, c'est-à-dire composée de substrats transparents qui ont pour fonction de confiner le cristal liquide, qui est fluide par nature. Ces substrats incluent un polymère d'ancrage qui va servir à la définition des conditions aux limites, et donc la définition du directeur, et la plupart du temps une électrode pour l'application d'un champ électrique. L'application du champ électrique crée des forces élastiques dans le milieu, et ainsi les molécules vont tendre à s'orienter parallèlement aux lignes de champ. Donc la force du champ devient un paramètre pour moduler l'orientation des molécules, modifier l'indice du milieu, et donc modifier la phase d'une onde qui se propage dans une telle cellule. Alors c'est le principe des bien connus modulateurs spatiaux de lumière, ou SLM, qui, entre autres fonctions, peuvent moduler la phase d'un faisceau d'une onde dans 2 dimensions coplanaires, spatiales. Alors c'est disponible commercialement et tous exploitent ces propriétés électro-optiques des cristaux liquides, quelle que soit la technologie, que ça fonctionne en transmission comme les LCD, en réflexion comme les LCOS, ou en mode valve optique comme avec un photoconducteur. Donc les SLM, ça existe dans le commerce, c'est caractérisé par un certain nombre de propriétés techniques que je ne vais pas énumérer, mais qui sont listées dans ce tableau, et dont on voit que certaines, alors sans être complètement rédhibitoires, vont être limitantes pour l'optique ultra rapide. Et la première d'entre elles, c'est l'acceptance spectrale. En effet, elle est limitée par la présence de l'électrode pour optimiser en général le fonctionnement dans le visible, ce qui est fortement réducteur par rapport à la plage de transparence des cristaux liquides eux-mêmes. L'autre grande limitation provient du fait que dans les dispositifs commerciaux, l'épaisseur de cristal liquide est en général comprise entre 10 et 20 microns, ce qui est le résultat d'un compromis entre la qualité électro-optique de l'orientation, la phase accessible, etc.,
mais qui du coup permet d'avoir des déphasages dans le visible de l'ordre de la longueur d'onde, mais limite l'application aux longueurs d'onde élevées, dans le moyen ou proche infrarouge, puisque la phase accumulée est inversement proportionnelle à la longueur d'onde de l'ombre. Alors c'est quand même un peu dommage, puisque les cristaux liquides eux-mêmes ont des propriétés qui sont vraiment intéressantes pour l'optique ultra rapide, à quelques inconnus près toutefois, qu'on va aborder par la suite. Et il se trouve qu'au laboratoire Infini, il y a un savoir-faire historique qui est la fabrication de cellules nématiques en couches épaisses, c'est-à-dire d'épaisseur de 50 à 250 microns. Et ça donne des possibilités de modulation de la phase qui sont beaucoup plus importantes. Et alors c'est sur cette idée, donc exploiter les propriétés optiques des cristaux liquides en couches épaisses pour l'optique ultra rapide, que s'est construit en 2015 le laboratoire commun Softlight. C'est un laboratoire commun entre notre laboratoire, l'Institut de physique de Nice, et la PME Fastlight, qui est basée à Antibes et qui est spécialisée dans l'instrumentation et les sources femtosecondes. Alors, du coup, c'est une thématique de recherche qui est assez rapide, en fait, puisque récente, pas rapide, mais récente. Au début de la collaboration, en fait, les deux communautés, c'est-à-dire cristaux liquides pour l'optique d'une part et optique ultra rapide de l'autre, se rejoignaient essentiellement par l'utilisation occasionnelle de modulateurs SLM qu'on trouve dans le commerce pour la modulation temporelle de l'impulsion ou spatiale. Mais c'est à peu près tout. Et donc c'est une thématique qui, bien que récente, en fait, s'avère très riche, puisqu'elles se nourrissent l'une l'autre. Et en particulier, de l'optique femtoseconde, on a pu importer des outils de métrologie qui nous ont permis d'étudier de manière quantitative certains phénomènes de matière molle dans les films de cristaux liquides. Par exemple, la convection, les réorientations moléculaires, des transitions de phase diverses, etc. Bon, par ailleurs, le laser femtoseconde, c'est aussi un outil de choix pour la photostructuration et modification de la matière. Et il donne également accès à la résolution temporelle de dynamiques non linéaires, par exemple des vibrations moléculaires qui suivent le passage d'une impulsion femtoseconde intense. Donc, par ailleurs, il y a plusieurs groupes, dont nous, donc en collaboration avec Fastlight, mais aussi en collaboration avec le CEMES à Toulouse, et également ce groupe très actif là, de Kent State University aux États-Unis, qui exploite les propriétés optiques des cristaux liquides en couches épaisses pour vraiment manipuler des impulsions femtosecondes, que ce soit dans la phase chirale des cristaux liquides ou dans la phase nématique que j'ai présentée juste avant, via le modulateur de phase. Et quand on travaille sur un sujet un peu transdisciplinaire comme ça, il arrive qu'il y ait des résultats inattendus, notamment en termes d'instrumentation. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec l'optique ultra rapide, mais au cours de nos investigations, on a pu également mettre en œuvre un nouveau type de microscope hyperspectral qu'on applique ensuite à l'analyse structurelle de structures biologiques, bio-inspirées, issues des cristaux liquides aussi. Donc le sujet que je vais détailler aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est-à-dire un résultat du laboratoire commun, qui a consisté à proposer un nouveau type de modulateur de phase en exploitant les nématiques en couches épaisses, qui est vraiment destiné à manipuler temporellement des impulsions dans le régime du cycle optique. Et l'aspect dispositif, donc fonctionnel, n'a été possible que grâce à de nombreuses études qui se situent du coup à l'interface de la matière molle et de l'optique. Donc on a commencé historiquement bien sûr à travailler par le dispositif avec contrôle électrique des molécules, donc ce qui est classique, et ça nous a donné un certain nombre de résultats, montré qu'il y a des applications intéressantes pour l'instrumentation, pas uniquement ultra rapide de manière générale, mais il a bien fallu constater que ce n'est pas adapté pour des impulsions ultra brèves, pour deux grandes raisons. La première, ça vient du fait que le contrôle électro-optique des nématiques en couche épaisse reste complexe. Il y a des transitions de phase entre l'ordre orienté et l'ordre statique, qui est difficile à gérer. Et il y a des limitations qui persistent, qui sont dues à l'électrode, en particulier l'acceptance spectrale qui est limitée, donc ça c'est rédhibitoire, et également un seuil d'endommagement qui est relativement limité dans le régime femtoseconde, seuil d'endommagement laser. Alors il se trouve qu'il y a un autre moyen de modifier la biréfringence d'un cristal liquide, et c'est de jouer sur la température. En effet, la température est un paramètre qui va modifier l'ordre nématique jusqu'à la transition de phase nématique isotrope, qui est caractérisée par une température critique. Et au-delà de cette température, l'échantillon devient isotrope et liquide. Et jusqu'à cette température, l'indice de réfraction sur les deux directions de polarisation évolue de manière continue. Et alors, de manière complètement fortuite, on a noté au cours de nos expériences qu'il était parfois suffisant d'avoir un peu d'absorption résiduelle dans les substrats
à la longueur d'onde du laser qui se propage pour venir élever localement la température du cristal liquide et donc changer son indice. Et dans cette expérience précise, la puissance moyenne du laser était un paramètre suffisant pour emmener la cellule jusqu'à transition, ce qui permettait l'accumulation sur les deux directions de polarisation d'une phase spatiale bien au-dessus du nombre d'ondes, comme le montrent ici ces deux figures, et dans un processus qui est complètement réversible, c'est-à-dire que le cristal liquide ne souffre pas d'aller et de revenir de la transition de la phase critique. Alors on a exploité cette propriété thermo-optique avec notre savoir-faire sur les nématiques épais pour proposer un nouveau type de modulateur de phase. Donc on considère la cellule traditionnelle. ITO, c'est l'électrode qu'on utilise, c'est usuel. Et c'est la première chose qu'on retire, puisqu'on a vu que c'était source de nombreuses limitations. Et cette électrode, donc on la remplace d'un côté par une couche métallique, qui est de l'or ici par exemple, et dont la fonction consiste à absorber un laser dit d'écriture, par exemple à 450 nanomètres, afin de générer de la chaleur qui, en se diffusant dans la couche de cristal liquide, va modifier localement l'indice. Cette modification d'indice peut ensuite être sondée par un laser de lecture, qui va se réfléchir sur la couche d'or et donc passer 2 fois dans le milieu biréfringent, et dont la longueur d'onde, et c'est ça vraiment la particularité, la longueur d'onde du faisceau de lecture est comprise entre la réflectivité de l'or, 500 nanomètres, et la plage de transparence du cristal liquide et du substrat en face avant, donc potentiellement jusqu'à 3 microns. Donc on se réfère par la suite à ce modulateur comme un Thermo-Optically Addressed Spatial Light Modulator, ou TOA-SLM. Ça ressemble à ça dans la vraie vie, et ça fait également l'objet d'un brevet. Donc on a donc un objet qui est nouveau, qui va très certainement moduler la phase, et donc ça soulève un certain nombre de questions, qui sont en premier liées à leur fonction du modulateur. Effectivement, on va avoir des changements de phase, mais dans quelle dynamique, avec quelle résolution spatiale, et sur quelle dimension. Et surtout, comment appliquer un contrôle arbitraire de la phase appliqué par le modulateur. Et la deuxième grande série de questions va avoir une relation avec l'optique ultra-rapide, c'est-à-dire est-ce un modulateur pour les impulsions femtosecondes, ce qui apporte son propre lot de thématiques et de points centraux à vérifier. Donc c'est ça que je vais aborder par la suite. Alors, comment ça fonctionne ? Ça repose sur le fait que les différentes couches qui composent le modulateur ont des propriétés thermiques différentes. Et en particulier, le cristal liquide a une conductivité thermique qui est plus basse que tous les matériaux qui l'entourent. Donc la chaleur qu'on vient déposer dans la couche d'or se diffuse dans la structure et en particulier reste plus ou moins confinée dans la couche de cristal liquide. Alors on peut résoudre l'équation de la chaleur, l'équation de diffusion de la chaleur en faisant certaines approximations sur la symétrie de la cellule et sur les conditions aux limites qui restent quand même assez mal connues. Et donc ça nous donne une idée de la visualisation de l'évolution de la température dans la couche de cristal liquide qu'on peut représenter en fonction de R, la dimension transverse du SLM ici, ou Z, sa dimension longitudinale. Donc si on éclaire la couche d'or avec un motif type super-gaussien, voilà ce que donne la température dans la couche de cristal liquide. Donc effectivement, on a bien une élévation locale de la température, donc c'est typiquement quelques degrés pour quelques watts par centimètre carré de bleu, de laser d'écriture. On note également que, donc c'est thermique, donc ça diffuse. Donc dans un plan Z donné, la courbe de température va présenter une forme type fonction de Voigt, dont les paramètres dépendent de la taille du motif d'écriture, et qui en tout cas s'étend bien au-delà du motif d'écriture. Et on note également que c'est inhomogène dans la dimension longitudinale du cristal liquide, également à cause de la diffusion. Alors expérimentalement, on n'a pas accès de manière précise à la température, mais on a accès à la phase par des méthodes interférométriques traditionnelles. Et donc la première démonstration, ça consiste à utiliser l'interférométrie spatiale à décalage. Donc on compare la phase qu'on va introduire avec le modulateur en appliquant le laser d'écriture avec un faisceau de référence. Donc ici l'interférogramme, alors il ne faut pas faire attention aux petits défauts ici, les franges sont dans la direction verticale et on vient chauffer localement une diode fibrée qu'on vient focaliser sur la couche d'or et dont on monte progressivement la puissance. Et on observe le déphasage progressif introduit par le modulateur. Alors au début, les franges se courbent localement. Petit à petit, la bulle de chaleur devient de plus en plus grande. Le déphasage grandit également bien au-delà de 2π. Et si on va très loin en température, donc si on monte bien la puissance de bleu, on obtient ce type de motif un peu complexe. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a atteint la transition de phase nématique isotrope sur la couche d'or. Ça crée une bulle de diffusion désordonnée où le signal est perdu.
Si on continue d'élever la température, cette bulle de diffusion se propage dans le volume de cristal liquide, et c'est l'anneau ici où il n'y a pas de signal. Et en amont de cette phase persiste la phase nématique, qui est toujours orientée, mais qui est à une température très élevée, et donc à un indice très différent de la référence. Et la phase ici accumulée, elle est largement supérieure à plusieurs dizaines de radians. Et en aval de cette bulle de diffusion, près de la couche d'or, on a continué à monter la température, on est en phase isotrope, le signal est restauré, mais il n'y a plus de déphasage. Donc ça montre que c'est quand même une structure complexe, dont la réponse est fortement non locale, et différentes phases peuvent coexister dans le matériau, dont il faut tenir compte par la suite. Alors il y a une étape d'optimisation qui se passe, qui va consister à optimiser les différents matériaux, leurs dimensions, leur nature, etc., afin d'optimiser au mieux le déphasage qu'on peut atteindre avec la résolution spatiale qui, on le voit, va être le point limitant de ce dispositif. Alors je ne vais pas énumérer toutes les choses qui ont été testées, mais globalement le design optimal correspond à un modulateur de taille typiquement 25 mm, mais on fait jusqu'à 50, et c'est mieux puisqu'on s'affranchit mieux des conditions aux limites. Les matériaux qui entourent le cristal liquide doivent être conducteurs thermiquement pour mieux confiner la chaleur dans la couche de cristal liquide, donc typiquement du saphir d'épaisseur fine. Le cristal liquide choisi, bon, c'est E7, ça c'est un cristal liquide qu'on achète dans le commerce et dont la température critique est 60 degrés. Donc ça permet d'avoir du déphasage sans trop élever la température localement. Et l'épaisseur de cristal liquide, qui est vraiment la quantité qu'il faut optimiser pour garder du déphasage, rester loin de la transition de phase qu'on voit qui génère du désordre, et optimiser au mieux la résolution spatiale, est estimée à 80 microns. Donc n'oublions pas qu'on passe 2 fois, donc ça fait quand même des épaisseurs de matériaux biréfringents qui sont considérables. Donc pour ce dispositif typique, on a un certain nombre de performances qui sont un indice moyen qui est limité à 0,1, variation d'indice moyenne qui est limitée à 0,1 quand on intègre sur l'épaisseur, un déphasage qui est considérable dans le visible, mais qui est également important dans l'infrarouge comme on le verra par la suite, une résolution spatiale qui est ce qu'elle est, donc limitée à quelques centaines de microns par la diffusion de la chaleur, et un temps de réponse de l'ordre de la seconde, voire dizaines de secondes, c'est également la diffusion thermique qui limite l'apparition de l'état stationnaire. Donc à ce stade, on a vérifié les fonctions principales du dispositif. Il reste une question importante, c'est comment avoir un contrôle arbitraire de la phase dans les limites de la fonction de transfert du dispositif, bien sûr. Alors pour ce faire, il faut structurer le laser d'écriture, c'est-à-dire le mettre en forme avec des moyens classiques de modulation d'amplitude, tels qu'un DLP ou matrice de micro-miroir, et le motif imprimé sur le DLP, et ensuite réimagé sur la couche d'or et modifier la phase en conséquence. Donc ça fonctionne bien. La question reste de la fonction prédictive, c'est-à-dire que notre modèle, malheureusement, n'est pas assez prédictif, notamment en raison des conditions aux limites qui restent mal connues et probablement fluctuantes, et le fait que chaque composant aussi fluctue, enfin c'est pas tout à fait le même à chaque fois. Et donc on a une approche itérative qui est soit basée sur l'utilisation du modèle, soit sur un apprentissage machine via réseau de neurones. Et donc ça s'est avéré pertinent considérant la réponse non locale et non linéaire du dispositif. Et je ne peux que vous recommander d'aller assister au talk de Stéphane Barland demain à 11h30, exactement sur ce sujet. Bon, néanmoins, malgré ces limitations, on a un bon contrôle de phase, on a un bon contrôle de la température locale. Et voici une galerie de fronts d'onde qu'on obtient expérimentalement en venant structurer le laser d'écriture et qui représente des variétés de phases en 2 dimensions qui sont très variées. Donc on a des lentilles convergentes divergentes, matrice de micro-lentilles avec une lentille macroscopique par-dessous qui vient de la diffusion de la chaleur, quelques aberrations connues, astigmatisme, tréfoil et aberrations sphériques, n'est pas si facile à réaliser, et des motifs exotiques. Bon, donc clairement, c'est un modulateur en phase qui est relativement efficace. Et donc la deuxième grande série de questions, c'est est-il adaptable à l'optique ultra rapide? Et ça, donc ça soulève des problématiques particulières. Alors pour les propriétés linéaires du dispositif, c'est assez facile, il faut estimer la réflectivité en fonction de la longueur d'onde, la dispersion, donc ça je vais vite là-dessus. On a globalement un dispositif qui est effectivement achromatique, c'est-à-dire dont la réflectivité est élevée sur une grande bande spectrale. Et on a également mesuré la dispersion en simple passage et il n'y a pas de difficulté majeure à ce stade.
Donc la deuxième série d'interrogations concerne le fait qu'on est en régime ultra court, et donc rapidement on a des intensités crêtes et des puissances moyennes élevées. Et donc quelle va être la réponse du dispositif à ces caractéristiques-là? Donc la première qui vient sans doute en tête, c'est comment les cristaux liquides résistent au flux moyen d'exposition laser, c'est-à-dire quel est leur seuil d'endommagement, ou LIDT, Laser Induced Damage Threshold. Et sur ce sujet, il y avait très peu de données dans la littérature, donc il a fallu le mesurer. Et donc on a réalisé une étude quantitative de la tenue au flux de films de cristaux liquides en régime femtoseconde. Et ça s'est présenté à l'oral vendredi par notre thésard CIFRE Loïc Ramous. Et donc je vous invite également à y assister. Et là, je livre uniquement la conclusion principale, qui est qu'en fait le cristal liquide c'est résistant, quoi. Et que son seuil d'endommagement en conditions d'usage, il est trouvé similaire ou proche de celui de la couche d'or, et donc ce sera également pas un problème. Donc ça, c'était la première chose. Le deuxième aspect des propriétés non linéaires du matériau viennent, au contraire, non pas du flux moyen, mais par contre de l'intensité crête instantanée. Et ça, ce sont des propriétés non linéaires qui sont générées par la non-linéarité, la susceptibilité non linéaire du troisième ordre, ou le tenseur Ki3, qui sont des processus instantanés, électroniques, dégénérés en fréquence, donc il n'y a pas d'accord de phase nécessaire, et qu'on peut rassembler sous le nom d'effet Kerr optique. L'effet Kerr optique étant caractérisé par un indice non linéaire, N2, qui va traduire le fait que l'indice de réfraction est augmenté en fonction, proportionnellement à l'intensité de la pompe, que ce soit dans le domaine spatial ou dans le domaine temporel. Donc les manifestations de l'effet Kerr optique, elles sont bien connues. C'est dans le domaine temporel l'automodulation de phase et dans le domaine spatial l'autofocalisation. Donc le problème, c'est que bon, on les exploite, ces processus non linéaires, mais là on souhaite les éviter. On a un dispositif linéaire de manipulation d'impulsion, on veut éviter tout effet détrimental. Et donc il fallait connaître l'indice non linéaire, qui n'est pareil, pas répertorié dans la littérature en régime femtoseconde. C'est des choses qui n'ont pas vraiment été mesurées. Donc on a pour ce faire monté une expérience de spectroscopie non linéaire. Et je vais prendre donc quelques minutes pour présenter le principe. Alors ça repose sur une expérience pompe-sonde traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a une impulsion de pompe intense qui se propage dans le milieu, et la non-linéarité induite est sondée par une impulsion réplique de faible intensité contrôlée en délai. Donc pendant l'interaction, l'indice du matériau est modifié par l'impulsion de pompe, et ainsi la sonde acquiert au cours du temps, c'est-à-dire en fonction du délai pompe-sonde, une phase non linéaire qui est la recopie du profil temporel de la pompe et qui est typiquement d'amplitude quelques dizaines à quelques centaines de milliradians. Et cette phase non linéaire contient l'information qu'on cherche puisqu'elle est proportionnelle à l'indice non linéaire qu'on cherche à déterminer. À cette phase non linéaire est associée autre chose, qui est une variation transitoire de la fréquence instantanée de la sonde, ici oméga 0, qui est caractérisée par un décalage spectral vers le rouge, faible, sur le front avant de la pompe, et un décalage spectral vers le bleu sur le front arrière de la pompe. Cette variation de la fréquence instantanée n'est autre que la dérivée de la phase non linéaire, et elle est donc également la quantité que l'on cherche. Enfin, elle la contient. Alors, du coup, on recombine l'impulsion sonde avec un oscillateur local, donc une référence, qui est également une réplique de la pompe, qui est prélevée en amont de l'interaction non linéaire. Et le signal, c'est l'interférométrie spectrale de ces deux paquets d'ondes, séparés par un délai de groupe qu'on a fixé expérimentalement. Donc voilà un spectrogramme typique expérimental. On note ici donc les longueurs d'onde, ici le délai pompe-sonde, donc les franges sont dans cette direction. Et à l'œil, on voit qu'effectivement, autour du recouvrement temporel pompe-sonde, on observe un décalage spectral transitoire vers le rouge puis vers le bleu, qui correspondent exactement à cette variation de oméga 0 ici. Donc la phase qu'on cherche, elle est contenue dans l'interférogramme, bien sûr, puisque seule l'impulsion de pompe s'est propagée dans le milieu, s'est propagée dans le milieu non linéaire. Donc si on extrait la phase de l'interférogramme, on a ce type de figure. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, autour du recouvrement pompe-sonde, on a un déphasage transitoire, ici environ 300 milliradians. Par contre, il est à déconvoluer d'un drift de l'interféromètre, de fluctuations de phase, etc., qui sont dues à des raisons techniques. Donc évidemment, on est un peu limité en termes de mesure de déphasage. Et alors, on a proposé une astuce expérimentale qui nous permet d'augmenter le rapport signal sur bruit de cette mesure d'un facteur 10 environ,
Et c'est extrêmement simple à mettre en œuvre expérimentalement, ça peut même être appliqué à d'autres choses, et ça consiste à impliquer un chirp, c'est-à-dire une dérive linéaire de fréquence, sur l'impulsion référence, donc qui vient interférer avec l'impulsion sonde. Et donc cette dérive linéaire de fréquence, c'est une base sur laquelle on va projeter et encoder le décalage spectral faible subi par la pompe en une variation de temps de groupe, qui est une quantité qu'on mesure très précisément dans l'expérience. Et donc expérimentalement, quand on regarde le temps de groupe et non pas la phase à partir de l'interférogramme, on observe ici, en fonction du délai pompe-sonde, une figure avec cette forme de Z, qui est la recopie de la variation de la fréquence instantanée, mais qui est codée dans le temps sur une échelle de plusieurs dizaines de femtosecondes, sachant qu'on a une résolution de mesure qui est inférieure à la femtoseconde. Donc vous appréciez sans doute le fait qu'en effet, entre ces deux mesures, on a un rapport signal sur bruit considérablement amélioré, et on détecte, sans avoir les fluctuations de phase, les aspects, la quantité non linéaire qu'on cherche, puisque ce shift ici, en temps, est proportionnel au shift spectral, lui-même proportionnel à la phase non linéaire, et lui-même lié à l'indice non linéaire. Donc c'est une méthode qui est assez élégante, très efficace, et rapidement, facilement implémentable dans l'expérience, quoi. Et c'est ça qu'on a appliqué pour faire la spectroscopie des cristaux liquides. Donc on considère pour ce faire un échantillon simple, qui est très simple, donc constitué de 2 substrats transparents et du polymère d'ancrage parce qu'on n'a pas le choix, et du cristal liquide. Et on a mesuré tout un tas de choses que je ne vais pas discuter. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment cette valeur d'indice non linéaire qu'on cherche. Donc pour E7, l'indice non linéaire sur l'axe ordinaire de polarisation, il est trouvé de l'ordre de grandeur de celui de la silice. Et pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est complètement gérable, c'est assez faible. Et sur l'indice extraordinaire, il est trouvé, sur la direction extraordinaire de polarisation, l'indice non linéaire est trouvé 7 fois plus grand. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire qu'on a un milieu qui est potentiellement ajustable en termes de propriétés non linéaires. Ce n'est pas non plus si fréquent, quoi. Mais dans le cas qui nous intéresse, on cherche à estimer donc la phase non linéaire accumulée lors d'une utilisation normale du dispositif, c'est-à-dire l'intégrale B. Donc ça s'écrit comme ça. Voilà. C'est vraiment juste la phase non linéaire accumulée par l'onde, et elle est trouvée de l'ordre de grandeur de celle du substrat. Donc là encore, il n'y aura pas de difficulté particulière. Ce n'est pas le cristal liquide qui va être suffisamment non linéaire pour déformer temporellement ou spatialement l'impulsion qu'on utilise. Donc à ce stade, les résultats sont très prometteurs, mais il reste quand même un point essentiel à valider, qui est la capacité du dispositif à façonner la phase spectrale d'une impulsion sur une bande spectrale ultra large, puisque c'était la problématique de départ. Donc c'est le dernier point de l'exposé, et il consiste à introduire un contrôle arbitraire et indépendant de la phase spectrale du deuxième ordre et du troisième ordre, sur une bande spectrale multi-octave, puisque c'est le point fort du dispositif, quoi. Alors, on ne travaille pas en femtosecondes dans ce cas-là, c'est une démonstration de principe, parce qu'on n'a pas de source au laboratoire qui soit aussi courte que nécessaire. Donc, on utilise un supercontinuum, dont la longueur d'onde est comprise entre 500 nanomètres, 540 et 2,6 microns. Donc ça, c'est une bande spectrale qui est considérable, même en optique ultra rapide. On n'a pas l'habitude de manipuler des bandes spectrales aussi larges. Voilà. Donc, pour modifier ces quantités-là de Φ2, Φ3, donc deuxième et troisième ordre de phase spectrale, on ne va pas se propager uniquement simplement dans la cellule, il faut travailler dans le champ de Fourier. Pour ce faire, on introduit le dispositif, donc le modulateur, dans le plan de Fourier d'une ligne à dispersion nulle, qui est constituée essentiellement d'un wedge mince pour disperser spatialement les longueurs d'onde qui composent la source, quoi, dans une direction spatiale du modulateur. De la même manière, la source n'est pas femtoseconde, on ne va pas pouvoir faire de mesure de temporel direct, donc on va mesurer la phase spectrale relative introduite par l'adressage thermo-optique en comparant à un bras de référence. Donc ces deux bras nous donnent un interféromètre de Michelson, et le signal détecté, c'est comme d'habitude l'interférométrie spectrale de tout ça, qui est collectée par 3 détecteurs différents pour avoir toute la bande spectrale, et ça donne ce genre d'interférogramme. Donc entre 100 et 500 THz, on passe en général en THz comme pour les bandes spectrales aussi larges, mais c'est la même plage de longueur d'onde. Et de cet interférogramme, on va extraire la phase spectrale relative lorsque le SLM est adressé thermo-optiquement. Donc dans ce cas, les phases cibles, c'est tout d'abord une phase purement quadratique, donc positive ou négative. Donc elles sont représentées ici en bleu et en rouge. Et on n'oublie pas qu'on a une correspondance linéaire entre les fréquences
qui compose la source, et la dimension spatiale du dispositif dans le plan de Fourier. Donc cette échelle ici en térahertz, elle peut être aussi lue comme une dimension spatiale du modulateur en millimètres. Et donc cette phase bêtement parabolique, là, ça paraît extrêmement simple à faire. Néanmoins, on rappelle que la bande spectrale est telle qu'on a un facteur 5 sur les deux bords du spectre, ce qui fait que si la phase est symétrique, la variation d'indice dont on a besoin, elle ne l'est pas du tout. Et en effet, ici en noir, on a la température cible, donc on doit appliquer au modulateur, au cristaux liquide, qui doit être comprise entre la température du labo et la température critique, et si possible, loin de la température critique, parce que ça génère pas mal de désordre. Et donc voilà. Et la température moyenne, oui, va gérer l'offset moyen de phase, en fait. Au-delà, déplacer ou pas la parabole. Pour la parabole, la courbure négative, c'est la même chose, sauf qu'on note que c'est ici au centre du spectre, c'est-à-dire au centre du modulateur, hein, qu'on va devoir garder la température la plus basse, et ça, on risque d'être limité par la diffusion de la chaleur pour ce faire. Bon, néanmoins, on structure le laser d'écriture en fonction pour obtenir ces phases cibles, et voici une galerie de résultats expérimentaux. Donc, phase quadratique positive, donc la phase quadratique négative, les phases cubiques positives et négatives qu'on cherchait aussi à adresser. Et dans ce cas-là, donc déjà on note qu'on a une superbe parabole sur toute la bande spectrale, et ça c'est pas du tout trivial à réaliser, quoi. Même dans des matériaux existants, une lame de verre n'introduit pas une phase spectrale de cette sorte sur la bande spectrale considérée. Et ce qui est remarquable, c'est que du coup la puissance de bleu peut servir à moduler l'amplitude de la parabole, sa courbure, dans tous les cas de figure. Et également on note que pour la courbure positive, on a 8 radians d'excursion en phase, même pour 3 microns de longueur d'onde, ce qui est considérable. Comme prévu, pour la courbure négative, on a une moins grande amplitude de phase qui est due à l'effet. On est limité par la diffusion thermique. Donc on peut également en plus augmenter ces phases en augmentant l'épaisseur de cristal liquide. Ici, on était limité à 50 microns, mais on sait maintenant qu'on peut aller plus loin. Et en plus, voilà. Et donc, mais en l'état, c'est déjà suffisant pour tripler la durée d'une impulsion qui serait monocycle à 1 micron. Donc ça se positionne à la pointe de l'état de l'art. Voilà, donc avec ça j'ai terminé ce panorama sur le modulateur thermo-optique qui a montré son efficacité et j'en arrive à la conclusion. Donc on a proposé un nouveau type de modulateur de phase spatiale à base de cristaux liquides adressés thermo-optiquement. Et j'espère vous avoir convaincu que c'est en effet un dispositif qui devrait permettre de combler un peu le déficit de dispositifs qui existe pour la manipulation spectro-temporelle d'impulsions au cycle optique. Et donc par ailleurs, c'est un modulateur de phase en 2 dimensions, spatiale. Alors comment ça se compare aux modulateurs de phase spatiaux traditionnels, donc ceux qui ont un contrôle électrique de l'orientation des molécules? Bon, bah, évidemment, c'est complètement différent. La physique est différente, les résultats sont différents. Donc on perd sur la résolution spatiale. On a une résolution spatiale de quelques centaines de micromètres, ce qui est compensé par le fait qu'on arrive à faire des pupilles de grande dimension, hein, largement supérieures à 10 cm². On a un adressage de la phase qui est continu, des épaisseurs de cristaux liquides qui sont importantes, qui permettent d'avoir des déphasages largement supérieurs au nombre d'ondes, même dans l'infrarouge. Et la grande force du dispositif, c'est son achromaticité, c'est-à-dire son usage, à la fois en réflectivité, mais également en introduction de phase, de 500 nanomètres jusqu'à au moins 3 microns, jusque là où on l'a validé. Et alors, je pense que peut-être une question sera comment ça se compare aux miroirs déformables, qui sont des technologies qui reposent sur un traitement métallique, et donc qui sont aussi ultra large bande. Donc très rapidement, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais en gros, il y a 2 grandes techniques de miroirs déformables. L'une qui est caractérisée par des grandes pupilles, déphasage important, mais peu de points de contrôle, et l'autre qui est caractérisée par des pupilles plus modestes, mais par contre beaucoup de points de contrôle. Et donc notre TOA SLM, si imparfait soit-il, récupère quand même un petit peu le meilleur des 2 mondes en ayant des pupilles potentiellement grandes, donc nous au moins 2 pouces par 2 pouces, mais on peut typiquement faire un écran si on veut, des déphasages importants, et un nombre de points de contrôle qui est raisonnable. Voilà. Et l'adressage est continu, ça je l'ai déjà dit. Donc pour conclure, c'est un dispositif qui peut être utilisé pour le façonnage temporel d'impulsions ultra brèves, mais également comme miroir déformable. Et d'ailleurs, on l'utilise au laboratoire comme tel pour mesurer complètement autre chose. Et on peut avoir également d'autres applications, donc le façonnage en amplitude spectrale, en polarisation, et pourquoi pas, façonnage spatio-temporel d'impulsions ultra courtes.
On peut également envisager de le modifier pour l'améliorer, et notamment de remplacer la couche métallique par des nanoparticules métalliques, qui du coup, l'élévation de température viendrait du coup de résonance plasmonique, qui, si on en croit la littérature, devrait permettre d'améliorer la résolution spatiale et également d'améliorer l'inhomogénéité du gradient thermique dans les 2 dimensions. Et enfin, on peut également envisager de remplacer la phase nématique par d'autres phases pour obtenir d'autres fonctions optiques. Donc le reste de ce qui est possible à faire est vaste. Voilà, donc sur ce, j'ai terminé. Je remercie toutes les nombreuses personnes qui ont contribué à ce travail, donc en priorité les étudiants qui sont passés au laboratoire aujourd'hui ou hier. Donc, je ne vois pas bien là, mais Vittorio, Romain, Benjamin, Elisa, Maxime et Loïc. Tous mes collègues à l'infini. Et les personnes de Fastlight qui sont investies dans le laboratoire commun, avec une mention particulière pour Nicolas Forger. Et je vous remercie bien sûr tous pour votre attention. On remercie beaucoup Aurélie. Donc on va faire un petit échange de micro parce qu'on n'a qu'un seul microphone. Y aurait-il des questions? Merci et bravo pour ton exposé. Est-ce que ce type de miroir déformable pourrait être utilisé sur des très 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 gros lasers, genre grand comme ça, 40 joules, 15 femto? Oui, donc c'est bon là ça... Alors oui, en théorie oui, parce que alors 15 femto, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'acceptance spectrale, il n'y a pas de problème d'introduction de phase à introduire. Après, il reste effectivement le problème de la dimension. Donc le seuil d'endommagement, je n'ai pas donné la valeur, mais c'est environ 100 millijoules par centimètre carré. Donc c'est raisonnable, quoi. Sachant qu'en effet, bon, les cristaux liquides, c'est connu, hein, pour pouvoir être assemblés en grande dimension. Après se pose la question de la planéité des substrats, de la qualité optique de la couche de cristal liquide, etc. Mais il me semble qu'il n'y a rien d'impossible à envisager d'adresser des lasers extrêmement intenses qui nécessitent l'emploi de faisceaux de grande taille. Il ne devrait pas y avoir de difficultés, quoi. Alors on peut complètement utiliser des sources incohérentes, ça c'est sûr. Là, on a commencé avec les diodes fibrées, mais c'est pareil. Donc en termes de spectre, il faut juste que ce soit dans la bande d'absorption de l'or, donc en dessous de 500 nanomètres. Et après, pourquoi optique et pas des résistances? Ça c'est vraiment pour la flexibilité et l'aspect programmable. C'est-à-dire qu'un faisceau laser ou optique ou une lampe même peut être mise en forme, alors c'est plus facile si c'est un laser, spatialement pour appliquer un contrôle de phase arbitraire. Donc c'est vraiment ça la motivation derrière, quoi. Oui, j'avais une question là. Oui. Tu peux nous faire comprendre avec les mains pourquoi quand tu chirpes le pulse de référence, tu augmentes le rapport signal sur bruit et les franges disparaissent? Je vais revenir dessus. Ou c'est un effet subtil Non, que tu ne peux pas expliquer? Simplement. Pardon. C'est pas si subtil que ça, c'est même... c'est finalement assez simple, quoi. Donc en fait l'idée c'est que si on n'a pas de... Donc si on n'a pas de chirp, l'impulsion référence elle est comme ça, sa distribution temps-fréquence, d'accord? Donc que l'impulsion sonde soit décalée spectralement, on s'en fiche, quoi. Lui il reste l'une parallèle par rapport à l'autre, et donc le temps de groupe relatif des deux distributions spectro-temporelles ne change pas. Le fait d'introduire un chirp incline la répartition temps-fréquence de la référence. Et donc, il faut imaginer que si l'impulsion se décale vers le rouge, spectralement l'impulsion sonde, le délai de groupe moyen entre les deux ondes, les deux paquets d'ondes, elle augmente. Et c'est ce qu'on voit ici, quoi. Ça commence par augmenter. Ensuite, le décalage spectral s'annule, donc on revient au temps de groupe qui est fixé par l'expérimentateur. Et le décalage spectral vers le bleu, qui suit qui est la décroissance du front arrière de la pompe, est traduit par une diminution du temps de groupe relatif. Donc c'est exactement ce qu'on retrouve ici. D'abord une augmentation du temps de groupe, puis une diminution qui est la recopie du signal spectral. Alors,
en vrai, bien sûr, c'est pas, voilà, ça marche parce que les conditions de chirp sont bonnes, les bandes spectrales sont bien adaptées, et on peut imaginer l'appliquer à des décalages spectraux qui seraient très faibles, parce qu'ici, on détecte un décalage spectral qui est de l'ordre du gigahertz, de 1 à 10 gigahertz, qui est quand même assez petit pour l'onde dont on parle. Si on veut détecter encore plus petit, on peut imaginer de chirper davantage, d'avoir des plus grandes bandes spectrales, etc. Donc c'est tellement simple à mettre en œuvre expérimentalement que... Et ce que tu nous montres au-dessus sur ton petit carré en haut à droite, c'est ce, Oui. c'est ce qui sort de l'interféromètre. Alors, l'interférogramme est là. Oui. On fait la transformée de Fourier et on regarde uniquement l'amplitude de la transformée de Fourier. Il y a une composante continue et une composante AC, et c'est celle-ci, centrée autour du délai de groupe introduit. D'accord. C'est le module, quoi. Et on prend après le centre de masse de cette quantité, donc le maximum. Voilà, merci. Bonjour, merci. J'ai une question qui va peut-être être un peu débile, mais vous utilisez un laser continu pour chauffer, pour changer les propriétés. Est-ce qu'en utilisant un laser pulsé, on réduirait moins la diffusion de la température et on aurait un meilleur contrôle spatial? Alors, on diffusera moins la température si le processus de chauffage est non linéaire, en fait, c'est ça. Dans ce cas-là, on n'est pas sensible au profil spatial, mais à son carré ou à son cube, suivant le processus. Donc effectivement, pourquoi pas un laser impulsionnel de chauffe? Bon, c'est quand même un peu cher payé, quoi. Mais surtout, il faut que le processus d'échauffement soit différent. Donc c'est un peu ce qu'on attend des nanoparticules, où on a un processus, du coup, voilà, qui devrait nous permettre d'avoir un peu moins de diffusion. C'est pas uniquement de la diffusion thermique, c'est vraiment une résonance. Et alors, on pourra se poser la question de l'adresser en impulsionnel, mais bon, je pense que ça resterait dans le pratique pas très fonctionnel. Ok, merci.